Bonjour et puis, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que en fait, vous me parliez de chacun à votre tour, de votre expérience avec le cinéma. C'est-à-dire, comment le cinéma est entré dans votre vie, peut-être très jeune, et comment, il a évolué? Pour qu'on vous connaisse un peu mieux, pour que et surtout parce que, moi j'ai envie de savoir, si le cinéma est quelque chose d'important dans votre vie ou pas. Bah, Stéphane, il va me dire oui. Possible qu'on n'ait pas exactement la même réponse, enfin. D'abord, moi, je vous remercier d'être justement d'être là, pour nous écouter, discuter. Bah, moi, c'est ce qui nourrit ma famille, donc en fait, c'est un peu important quand même, mais au-delà de nourrir ma famille, c'est ce qui fait sens pour moi dans ma vie et la chose très étonnante, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé jeune. Je veux dire, je suis pas j'ai pas un passé de cinéphile, de quelqu'un de 14 ans, 15 ans, qui scrute, qui va voir des vieux films, pas du tout et même l'idée de consommer beaucoup de films est quelque chose d'assez tardif. Alors j'ai pu mettre des mots après, mais moi à 20 ans, réellement 20 ans, donc moi j'ai un DUT d'électronique au départ, donc on est loin du cinéma. Il y a pas J'ai lu les 5 livres qu'on lit à l'école, donc Le Rouge et le Noir, Les Feux de Scapin, et cetera. À 20 ans vraiment, les études techniques. Alors les études techniques, le français, tout ça, l'anglais, on fait de l'anglais technique, il y a plus de on est dans la technique et puis j'avais pas vu un film, à part tous les Louis de Funès et tous les Belmondo le dimanche soir et donc réellement et c'est à 20 ans où après l'IUT, moi j'ai fait mon stage de fin d'études à la télé, FR3, Rennes à l'époque et en fait, je cet endroit, alors si on est loin du cinéma encore la télé, mais cet endroit je me sentais, à l'aise et puis un an après, je suis allé m'inscrire dans un cours de théâtre à Paris. Moi, j'étais plutôt un bon élève déconneur. Donc ce qui fait que le bon élève déconneur, on lui laisse un peu on le laisse déconner pour faire rire. Donc j'étais plutôt un mec, ce qui peut surprendre quand on voit les films que j'ai fait après, j'étais plutôt un mec drôle, en classe. Et puis ma carrière de comique s'est arrêtée quand je suis arrivé au cours Florent à Paris où j'étais avec Édouard Baird et donc j'ai vu ce que c'était qu'un mec vraiment drôle, donc j'ai arrêté ma carrière de comique à ce moment-là. Mais pour ceux qui viennent voir le film tout à l'heure, vous verrez que le film est drôle aussi. Voilà, donc c'est étrange en fait d'où ça naît et cette nécessité absolue de construire ma vie, en racontant des histoires, parfois en étant témoin du monde du travail, mais témoin du monde, c'est aussi témoin de nos dysfonctionnements, de la famille, en couple, et cetera. Les dysfonctionnements sont partout et aussi, parfois dans l'entreprise, quoi. C'est vous alors? Alors effectivement, c'est pas du tout la même réponse. Mmh. Je sais pas, j'étais pas très drôle moi, je pense à l'école. C'est ce qui se dit, ouais, effectivement. Ouais. Et il paraît que, ma réputation me précède. Alors moi, souvenir d'enfance, je suis d'une famille où le cinéma était, souvent l'occasion d'une sortie du dimanche. Dimanche après-midi, on allait, voir les films qui sortaient. J'ai été très marquée par, E.T. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est que j'ai trouvé, assez extraordinaire que des adultes, heu, se retrouvent dans une salle noire pour regarder un film. Je trouvais ça assez C'est étonnant. vrai? Ah oui, 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 je me rappelle enfant à me dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait tous là?» En fait, on vient voir un truc sur un écran géant. J'étais très impressionnée par cette dimension. Et que, je me rappelle m'être questionnée, dire: «Mais c'est rigolo qu'y compris dans le monde des adultes, il y a des temps où on se retrouve pour partager», voilà. Alors après, moi j'ai une re enfin j'adore le cinéma. J'ai malheureusement un agenda qui me permet moins d'y aller aujourd'hui. Mais quand j'étais étudiante, je me rappelle me m'être, j'attendais les dates de la fête du cinéma pour pouvoir, aller voir un maximum de films, se faire l'agenda au cordeau à un quart d'heure près, se dire: «Est-ce qu'on» donc ça, c'était avec des copains un moment, important. Et puis, aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément, étonnant, c'est que, je n'aime pas j'ai horreur d'aller au cinéma toute seule. Je crois que d'ailleurs je n'y suis jamais allée toute seule. C'est-à-dire que je vais au cinéma pour pouvoir en parler avec d'autres, et j'aime beaucoup en parler avec ceux avec qui je vais en même temps. C'est-à-dire que
Soit simultané, vous Oui. soyez ensemble dans la En salle? fait, alors on parle pas pendant le film, hein, je vous rassure, mais je me rends compte que j'associe au film le besoin de pouvoir en parler tout de suite après. En général, c'est le chemin du retour. On rentre à pied et on parle du film et on en reparle après et je me rends compte qu'on en parle aussi différemment, heu, quand ça fait 10 minutes qu'on est sorti de la salle et qu'on est un peu dans un état, et ça me rappelle du coup, c'est cette ambiance de salle, n où il fait noir et où on est dans un moment un peu, suspendu. On en sort, on est un peu, on en est souvent bousculé, interrogé et j'adore du coup en discuter tout de suite et puis après en discuter avec d'autres et c'est assez, voilà, c'est voilà mon rapport au cinéma, voilà. Donc on n'ira Alors pas au cinéma ensemble? Parce que moi, je déteste parler c'est juste après. vrai? Eh ben Bah, voilà. Oui, tu mais vois, c'est j'ai normal. pas été au cinéma quand j'étais jeune avec mes parents parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller au Ouais. cinéma. Donc la première fois que j'y suis allé, c'était vraiment très tard. Je sais pas, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, avec ma sœur. Et je déteste ça parce que si la personne avec qui je suis rien que de le dire, ça m'angoisse, n'est pas tout à fait d'accord avec moi dans un sens positif ou négatif, ça me fait suer d'être imprégné d'une émotion et que tu me dis, enfin, c'est pas bien, quoi. Enfin, excuse-moi, mais Et de moi j'ai été bouleversé et très de composer avec ça, pour moi, c'est pas possible. ouais, ah moi Je, je prends tout en même temps. Bah voilà. bon, Bon bah voilà, la ça ira, première ça ira pas conclusion plus c'est là. Voilà, mais on n'ira pas on ira ensemble, pas ensemble. on n'ira pas ensemble au cinéma. Voilà, ça c'est fait. Ça, Mais c'est- en fait, ça dit quoi? Ça dit que le cinéma, c'est quand même quelque chose de très intime et de Ouais. très personnel quelque part, Ouais. voilà, donc ça, c'est sûr et donc du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire que vous dites que vous avez envie, vous, Mmh. de parler du film après. Mmh. Donc est-ce que vous pensez alors on va parler plutôt de films engagés, de films, qui parlent de la société, de films politiques, enfin voilà. Est-ce que ces films-là, peuvent, donc éveiller les consciences chez les gens, les faire réfléchir? Est-ce que c'est important ça? Est-ce que ça peut être un déclencheur? Est-ce que ça peut être quelque chose qui, même, peut faire avancer les choses? Mmh. Parce que moi, je me rappelle du film de Ken Loach qui est Moi, Daniel Blake, Mmh. qui était un film sur les chômeurs, le chômage. Bien sûr, c'est en Angleterre, hein, mais en Angleterre, dans son pays, ça a été discuté au Parlement anglais. C'était jamais arrivé qu'on parle de cinéma au Parlement anglais, franchement, voilà. Et là, ils en ont discuté. Je dis pas que ça a fait évoluer les choses concrètement, mais n'empêche que ça a interrogé les gens. Et j'espère, enfin personnellement, que le cinéma est là pour ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, moi je partage tout à fait, effectivement, parce que et en tant que syndicaliste, je trouve que c'est formidable d'avoir, cette, cette, cet art qui parle de la réalité de ce que vivent les travailleurs et les travailleuses. Donc si je dis travailleurs, travailleuses, c'est que ça concerne toutes les formes d'emploi possibles et imaginables et nous, notamment dans le cadre de, heu, au moment du covid, au moment du confinement, on a commencé à parler de enfin la question des travailleurs essentiels, les travailleurs de première ligne, de deuxième ligne, heu, ont permis de mettre la lumière sur, ce que sont les travailleurs invisibles. Le travail invisible et le travail muet, nous, c'est exactement notre boulot, en fait, au quotidien en tant que syndicaliste. C'est notre rôle, c'est de alors on n'a pas de projecteur, mais c'est de se faire les porte-voix et de mettre en lumière ce que sont les réalités du travail et notamment, lorsque, il concerne un travail qui, heu, qui permet à notre société, au pays de fonctionner, mais qui n'ont pas la reconnaissance, auquel, ils aspirent et auquel ils ont légitimement droit. Donc moi je trouve que c'est toujours, c'est important qu'il puisse effectivement y avoir à travers des films de cinéma, hem, une façon de présenter la réalité qui peut être, très concentrée. C'est sûr qu'en 1 heure et demie, les situations, et puis le récit fait que on peut se retrouver. Et globalement, moi, je trouve que les personnes avec parce que du coup, j'en parle beaucoup avec ceux avec qui je suis dans la salle ou après, il y a toujours il y a toujours un moment où quand, on parle des films du travail, on parlait de, Un autre monde avec, des collègues syndicalistes me disent: «Mais moi, j'ai connu cette situation, là, je reconnais exactement une situation de travail, je connais». Donc c'est en général, c'est
pour les syndicalistes que nous sommes, extrêmement utile de pouvoir, parce qu'en fait, quand on parle des invisibles, on parle des chômeurs, ce sont des personnes dont la société en général ne veut pas parler ou ne veut pas voir. Donc, avoir ce coup de projecteur est toujours, intéressant pour, porter ces sujets-là dans le débat public, et je pense que le cinéma a cette part aussi d'apporter, cet éclairage et cette vision pour pouvoir en faire un objet de débat, politique, et c'est un véritable, c'est aussi un appui et une autre façon aussi pour nous syndicalistes de réfléchir aux situations de travail. Mais alors vous, justement, vous êtes avez les mains dans le cambouis, à ce niveau-là, parce que vous réalisez des films et vous parlez du travail, de la société, des gens, des humains, mais à travers le travail. Comment vous viennent les idées? Pourquoi vous avez envie de raconter cette histoire-là? Et puis comment vous intégrez-vous dans votre film, ce sont des films de fiction, la réalité, le réel à la fiction? Ça, c'est une, question, Heu, pas évidente en fait Ouais. comment vous faites? Je vais juste me permettre de rebondir sur ce que Bien disait sûr. Marie-Lise à l'instant sur parce que la question on me l'a posé la question il y a 2 jours, c'est: «Est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer le monde?» et cetera, et ma réponse est assez défaitiste en fait. Bah, écoutez, si ça devait changer le monde, les films de Ken Loach auraient la démonstration est tellement évidente depuis 40 ans qu'il fait des films que, le libéralisme à l'œuvre, est une violence, insupportable et qui est un non-sens pour tout le monde, que les choses auraient déjà dû changer devant tous ces films-là. Et en fait, force est de constater que non. Alors de temps en temps, Daniel Blake, on va en parler. Il y a eu, je sais pas, Welcome, quand Vincent a fait Welcome, on a Welcome. parlé des migrants, et cetera. De temps en temps, il y a des choses comme ça. Moi, évidemment, quand je fais En guerre, je suis persuadé, je dis dans ma tête, hein, je le dis pas parce que je suis pas complètement débile, mais dans le fond de moi, c'est pour vous montrer le degré d'immodestie auquel on peut arriver. Je dis: «Ça va être la révolution après». C'est-à-dire que la démonstration est tellement évidente, que de la mystification, de la dinguerie de ce système, et je vais revenir après à ce que vous dites, c'est que je prends très, très, très soin à ce que tout soit vrai et en même temps, c'est pas complètement vrai, ça va être la révolution. À l'arrivée, le film a moyennement marché, mais c'était les gilets jaunes en novembre après, mon film est sorti en mai, pour une histoire d'augmentation de taxes d'essence. Donc ça ramène tout au bon niveau. Je dis: «Non, non, mais en fait, tu vas pas faire la révolution». Donc j on me posait la question, je dis: «J'ai l'impression que ça change pas grand-chose». Donc ça rend très humble. Par contre, je pense que ça a une vertu, c'est une comparaison que je fais souvent, c'est que de la même manière que dans la nuit, il est mieux de rouler les phares allumés pour voir la route, et ben, je considère que finalement, que chacun à son niveau, il n'y a pas de comparaison déplacée, Ken Loach et puis plein de réalisateurs, on voit des films extraordinaires là en ce moment. C'est des petites, chacun est muni d'une petite torche, et en fonction de la qualité du film, ça éclaire plus ou moins la route devant soi. Ça a cette vertu-là. Et en même temps que je disais ça, de manière un peu défaitiste, il y avait Marie Masmonteil, qui est productrice, qui était à côté de moi, qui dit: «Mais je partage pas tout à fait ton idée». Et ce qu'elle disait, j'ai trouvé ça très pertinent. Elle disait qu'il y a quand même elle parlait de la représentation, par exemple, des minorités, des homosexuels, et cetera, dans la société, comme ils sont intégrés au récit, alors qu'avant, dans les années 40-50, tout était fait, ça se voyait pas, quoi. Elle dit dans la représentation, ça a son importance. Alors effectivement, le cinéma, la télé, les médias, et cetera, elle a raison. Donc en fait, depuis 2 jours, ma réponse, je l'ai un petit peu fait, évoluer. Mais voilà, alors la représentation du travail, d'ailleurs pendant un certain temps, avant la loi du marché, je m'y étais jamais, confronté. Oui, c'est ça, vous n'avez pas fait que des films, engagés ou Non, politiques. alors c'est marrant parce Loin que de si vous venez voir le film tout à l'heure, vous verrez qu'en fait, ce n'est pas du tout, du tout un film politique. Alors après, est-ce que c'est politique finalement de faire un film comme celui que vous allez voir, qui est un film d'auteur, à l'intérieur d'une très grande entreprise que c'est Gaumont qui a produit? Donc c'est un je suis produit par une aussi grosse boîte. Pas parce que le film coûte cher, mais un peu les hasards des rencontres. Ce qui devient politique, c'est potentiellement de faire un film comme ça dans une énorme boîte, voilà. Mais c'était même pas le but, derrière en fait. C'est, mais ce que j'ai fait des films avant la loi du marché, donc les gens disent: «Mais putain, mais c'est incroyable que vous ayez fait ce film-là». Oui, mais j'en ai fait plus avant, sur la famille, le couple, et cetera. Et moi, je ne peux pas être réduit au réalisateur de gauche énervé. C'est pas possible, hein. Et donc après,
La loi du marché, ça pensait que le marché, En guerre, un autre monde. Le nombre de fois où j'ai été sollicité par des syndicats ou des associations, il faut que vous veniez à notre manifestation, il faut que vous veniez à la sortie de l'usine. Mais je dis, mais moi, ce n'est pas ma légitimité. La seule légitimité que je m'accorde, moi, personnellement, c'est qu'on me donne de l'argent pour que j'écrive une histoire. J'écris une histoire, on me donne de l'argent pour faire un film qui peut potentiellement raconter un dysfonctionnement, en l'occurrence un dysfonctionnement du monde, voilà. Et c'est là où Ken Loach pour moi était important, j'étais toujours ébloui par la manière dont il mettait les individus, nous, en lien avec le monde. Comment le monde va impacter les hommes et les femmes. Ça a toujours bouleversé. Et à un moment, je me suis autorisé, parce qu'il y a vraiment une histoire d'autorisation pour moi. Pourquoi à un moment, il y a la loi du marché. Je viens d'un milieu modeste, mais il n'y a pas d'histoire syndicale. Mon père était un monsieur de gauche, un homme, c'était un type bien, un homme de cœur, voilà, un gars qui rendait service, alors il était à la poste, il était juste au-dessus des facteurs, mais je sais qu'il était gentil avec les gens, parce que j'ai bossé à la poste, il me disait, ton père, il est sympa. Il n'était pas sympa avec moi, je faisais toujours pas bien, mais il était super gentil avec les autres. Et c'était un mec bien. C'était vraiment un gars chouette, qui avait du cœur, quoi. Donc l'idée de la gauche, mais alors très basique sur l'idée de partage, etc., c'est à cet endroit-là. Jamais de discussion politique, jamais, jamais de tout ça. Et en fait, pendant très longtemps, je ne portais pas un combat. Vous voyez, je ne portais pas une histoire familiale de combat politique. Et quand j'entendais des réalisateurs, Guédéguian, tout ça, qui parlaient, ils disaient: «Ouais, nous, on a fait la manif, machin, mon père, machin». Oh là, je dis: «Putain», mais dans un coin de ma tête, je disais: «Mais moi, je ne peux pas faire ces films-là», mais j'avais envie de faire ça parce que je ne portais pas un combat. Et en fait, je me suis rendu compte, à un moment, je m'y suis mis et c'est devenu ma liberté. C'est les mots que je mets a posteriori. Pourquoi? Parce que je ne porte pas un combat et pas un combat perdu. Une grande lutte syndicale, dans Tu une sais que grande. c'est perdu? Non, non, je dis pas perdu globalement, mais on imagine un papa qui aurait syndicaliste dans une grande usine et qui aurait fait un combat de 6 mois, puis ils auraient perdu, et cetera. Je porte pas cette histoire-là. Et en fait, pour moi, c'est ma liberté. Pourquoi? C'est ce qui me permet, dans les films, et je tiens absolument à ça, à donner une parole extrêmement structurée à chacun. Et donc là, j'arrive à votre question, c'est comment je travaille, c'est qu'en fait, je rencontre tout le monde. C'est-à-dire que la loi du marché, bon, j'ai passé des heures au carré avec les agents de sécurité. Mais j'ai écrit le scénario, les 4/5 du scénar, alors que j'étais sur place. Parce que la réalité de leur travail me renseignait sur ce qu'était comment ils vivaient, quoi. Qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Dire que la vie a plus d'imagination que moi. Moi, j'ai un bon sens de l'observation et de rendre compte des situations, je pense, et de mettre de la dramaturgie dans des choses de la vie, mais j'ai pas beaucoup d'imagination. Donc on fait avec ce qu'on a, hein, j'ai pas fait avec mon physique, par exemple, pour pour la vie, quoi, voilà. Donc et quand je fais En guerre, un combat syndical, et moi, j'ai rien vécu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas dans un restaurant ne sait pas comment ça se passe en cuisine. Oui. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les discussions. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh ben, je vais rencontrer toutes les personnes qui ont vécu quelque chose qui a à voir avec ça. Donc, En guerre, il y a mon premier lien, c'est Xavier Mathieu, qui était comédien sur La loi du marché. Alors, il me raconte, je me souvenais de l'histoire des Conti, vous savez, le conflit de Continental. Mais à ce moment-là, je vais voir. Donc, j'ai la version de Xavier Mathieu, leader syndical, CGT, etc. Il me raconte même la stratégie qu'ils ont mis en place. Parce que la CGT, chez Continental, était un syndicat minoritaire. Comment ça se fait que c'est Xavier qui s'est. Donc, ils ont fait une intersyndicale pour dégager le mec qui était de la CFTC, qui était majoritaire, pour le dégager parce il avait moins de charisme, tout simplement, que Xavier. Et ils étaient même guidés en sous-main par un mec de lutte ouvrière, un ancien syndicaliste, un mec qui bossait chez Chausson à l'époque. Voilà. Donc, tout c'est le truc en coulisses. Mais par contre, je vais rencontrer les avocats des salariés, mais je vais rencontrer les avocats des cadres, de la direction. Je vais rencontrer des cadres, je vais rencontrer des politiques. Et toutes les personnes vont me raconter la même histoire, pas forcément le même conflit, mais la même histoire, avec les différents points de vue. Et je considère que le système est suffisamment dingue et dysfonctionnant pour qu'en rendant compte objectivement, en offrant une parole structurée et forte à chacune des parties, notre place de spectateur est suffisante pour se rendre compte de la dinguerie du système. Alors, moi,
il vient de dire des choses très intéressantes, qu'en fait, Bah oui. non, mais qu'il a rencontré tout le monde et tout. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, donc vous allez aussi, j'imagine, vous allez dans les entreprises, vous allez vous rencontrer les gens et tout. Est-ce que la, la réalité de ce que vous voyez à l'écran, ça vous paraît être conforme à ce que vous voyez vous dans la vraie vie? Alors, on parle en général, je parle pas spécialement des films de Stéphane, hein. Est-ce que, quand on parle du syndicalisme au cinéma, est-ce que, c'est, la réalité ou est-ce que vous vous dites: «Bah non, là» Alors, première remarque, c'est que je trouve qu'on voit très peu les syndicalistes, ça c'est en vrai. général dans les films qui parlent du travail. Donc que le focus soit mis ou en tout cas qu'il y ait un coup de loupe sur les travailleurs en tant que tels, c'est intéressant parce que c'est eux qui font le travail, qui font vivre les entreprises. Je le prends comme un élément qui doit, moi, me faire réfléchir en tant que responsable syndical. C'est-à-dire que je pense que c'est comment dire, c'est symptomatique, entre guillemets, du fait qu'il y a beaucoup de lieux de travail où il n'y a pas de syndicalistes. Parce que, voilà, il faut être lucide sur le fait qu'on est quand même implanté dans un nombre d'entreprises limité et d'administrations. Alors, il y a des grandes entreprises dont on parle beaucoup, mais qui sont une toute petite partie, en fait, qui couvrent une petite partie des travailleurs. Je crois qu'il y avait une étude il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il y a près de 90% des salariés qui ne voient jamais un syndicaliste de leur vie. Tout au long de leur carrière. C'est-à-dire que moi, ça m'interroge et Autant? ouais, bah oui, oui, c'est vrai que vous avez ne serait-ce que 5 millions de salariés qui travaillent dans les très petites entreprises de moins de 10, il n'y a pas d'implantation syndicale. Donc ça me questionne et ça me donne envie d'être encore plus présent, de dire on a une responsabilité aussi de pouvoir donner accès au syndicalisme à plus de salariés. Que ce soit secteur public ou privé. Donc le premier constat, c'est qu'il y a assez peu de syndicalistes. Après, il y a un film qui porte quand même un nom qui s'appelle La syndicaliste, récent, qui raconte Intéressant avec Isabelle Huppert. l'histoire d'une syndicaliste CFDT d'ailleurs. Mais je pense que, en fait, comme je le disais tout à l'heure quand il y a des syndicalistes, qui sont, à l'image dans un film, heu, il y a des moments où les collègues, syndicalistes peuvent se reconnaître et d'autres moins. Donc en fait, je pense que c'est c'est jamais, heu c'est jamais entier. C'est-à-dire, c'est jamais de dire, dans un film, c'est tout bon ou tout mauvais. C'est un peu pointilliste, voilà. Il y a des moments où on peut se retrouver dans une scène, dans un moment, une situation, une négociation, par exemple, un piquet de grève. Voilà. Après, il y a des syndicalismes en France aussi. Il y a plusieurs organisations syndicales et c'est vrai que, mais pour un syndicalisme tel qu'on le défend nous à la CFDT de négociation, c'est rarement spectaculaire. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on peut, mieux donner à voir aussi ce syndicalisme de discussion, d'échange, et peut-être mais aussi d'action, heu et en fait, là où on peut aussi être un peu, se sentir un peu en décalage, c'est que le boulot d'un syndicaliste, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de rencontres, c'est aller, quand on est syndicaliste dans une entreprise, ça n'est pas que, enfin, c'est beaucoup, 90 c'est du lien aux travailleurs, c'est, faire le tour des popotes, le tour des ateliers, le tour des services, écouter, les uns les autres sur les problématiques au travail et hors travail. C'est rendre des coups de main, des services sur, un dossier de logement, donc et tout ça, c'est assez peu mis en image effectivement, sur grand écran. C'est logique parce qu'en fait, on fait des films avec des trains qui arrivent en retard. Donc, tant qu'on est dans hein? Hein? Non, non, mais c'est une expression, hein, Il c'est y a un pas contre cheminot la dans la c'est salle. Non, non, mais allez-y monsieur donc si le vous mec, la voulez SNCF, il dort intervenir. tout le temps et au moment où les non, non, c'est une expression. On fait des films avec des trains qui arrivent en retard. Alors pardon, force est de constater que c'est quand même ça arrive régulièrement, quoi. Mais, ça roule vite, cher et ça arrive, régulièrement que ça mais bon, c'est une boutade. Non, c'est une expression. On fait des films avec des trains qui On vous arrivent laissera la parole après. voilà. C'est une boutade, bien sûr.
Déjà, on ne remarque que ce qui ne fonctionne pas. Voilà, l'état des routes, on les remarque quand il y a des trous dans les routes, quoi, là. Mais on fait des films avec des trains qui arrivent en retard. Donc, automatiquement, le quotidien d'un syndicaliste qui est là à faire toutes ces réunions parce que pour des choses pas très. Les conditions de travail, mais est-ce que toi, machin. Enfin, tout ça, évidemment, n'est pas intéressant à rendre compte. Xavier Mathieu, qui est le syndicaliste ou ancien syndicaliste que je connais le mieux, il m'a raconté avant, il était donc chez Continental. Dis-moi, franchement, est-ce que j'avais, t'étais qui avant, quoi? Tu faisais quoi? T'étais déjà dessus les barricades? Il dit non, 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 mais moi, il dit, moi, j'étais là, j'aime bien faire chier un peu les mecs et tout ça. Et il n'avait pas, d'ailleurs, ce que je disais, son syndicat, CGT, était un syndicat minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune stratégie, on va dire, politique au sens d'être le syndicat dominant, etc. Il disait, voilà, c'était le quotidien de l'entreprise. C'était les conditions de travail, un truc de sécurité, la machine à café qui est promise. Non, mais c'est tout ce quotidien de l'entreprise et elle contient des salariés. euh, de tous les salariés, parce que c'est les salariés, c'est marrant quand on dit les salariés, et dans mes 3 films, on dit Vincent, il est salarié en guerre et il est patron dans. En plus, il est pas. Dans un autre monde, enfin, Non, cadre supérieur, on peut déjà, dire. et tout le monde est salarié. Donc on est pas le même compte en banque, mais tout le monde est salarié. Et en fait, c'est l'événement de la crise, du conflit, qui l'amène tout à coup à prendre la parole. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est l'expérience intime. Et c'est une question que je pourrais poser à un responsable syndical, c'est-à-dire qu'on est à un niveau de responsabilité, prendre la parole devant tout le monde. Vous, ça se fait avec des années. Quand vous étiez chimiste dans l'entreprise, vous avez peut-être pris des responsabilités, mais de penser que, je sais pas, 15 ans plus tard, vous seriez à la tête d'un syndicat, peut-être que ça n'existait pas dans votre tête, hein. Xavier, lui, de savoir, mais même lui, le samedi, que le lundi ou le mardi qui suit, il commencerait à monter sur le toit d'un camion. Il me dit, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je ne savais pas, je n'avais aucune conscience de ça. Et lui, c'est ça qui est fascinant pour un réalisateur, il s'est révélé en tant qu'individu. Et évidemment, ce qui est fascinant, c'est aussi toutes les conséquences. Dans Guerre, je pourrais faire une série, parce qu'il y a toutes les conséquences aussi. Les conséquences des familles, des couples qui explosent, parce que tout d'un coup, il y a l'engagement de l'un sur des semaines et des mois qui fait exploser la vie de famille pour sauver son beefsteak. C'est fascinant, quoi. Et même et Xavier, il me raconte, il dit, moi j'ai pris conscience de ma puissance oratoire. Il y a une puissance dingue, comme quand il y a Édouard Martin au moment de Florange. C'est dingue, hein. Je suis fasciné par Oui, ces c'est individus. peut-être du coup pour rebondir ce que les collègues syndicalistes nous disent, enfin ce qui est peut-être ce qui n'est pas visible en fait dans les films, c'est cette partie du syndicalisme en tant que moteur d'engagement, en quoi ça transforme les individus au quotidien. Mais y compris, quand on fait la tournée des ateliers, d'aller à la rencontre de se dire: «On va, résoudre, le pépin ou le problème d'une personne au boulot, en termes de conditions de travail, un problème d'horaire, un problème de reconnaissance, de salaire, j'ai bossé tel jour, ça n'a pas été pris sur ma cheville». C'est comment ça transforme les individus en termes de relations avec les autres, en termes de relations avec son employeur. Quand on n'a pas la solution, c'est d'aller chercher l'info ailleurs et c'est cette force du collectif, comment ça transforme les individus. C'est peut-être, ce qui, est la plus belle aventure, en fait, du syndicalisme et qui est pas forcément, facile en plus facile et qui n'apparaît pas forcément dans ces films. Justement, je pense que pourquoi ça apparaît pas dans les films, peut-être parce qu'il y a une difficulté de narration, de dramaturgie. Ça, vous pouvez nous en parler, Stéphane. Mais en fait, c'est pas c'est les syndicalistes particulièrement, c'est que tout est caricaturé. Tant qu'on ne connaît pas, quand on ne va pas sur le terrain, qu'on rencontre les gens, on a des a priori sur les fonctions. Mais moi là, j'ai fait un autre monde, c'est un film c'est des cadres. Comment rendre compte, là c'était la dramaturgie la plus complexe à écrire, parce qu'il est assez aisé, il faut l'écrire le film quand même, hein,
d'écrire un film du côté de ceux qui ne font que souffrir, les classes les plus modestes, qui ne sont que à subir un système. Bah, on touche le cœur des gens et évidemment, voilà. Donc, de fait, mécaniquement, un principe de mécanique, c'est plus facile à écrire. Mais il faut quand même le faire. Il faut écrire le film pour que ça soit pas trop ridicule. Mais quand on met en scène, et c'était très important pour moi, après avoir fait La loi du marché en guerre, de faire de l'autre côté, parce qu'en guerre et un autre monde, c'est vraiment ça pourrait être une série. C'est-à-dire qu'on va voir de chaque côté du miroir. Et c'était plus compliqué parce que comment rendre compte de la manière dont le bras armé du système souffre. Il ne s'agissait pas de se dire, ah, les pauvres riches, parce que Vincent, dans le film, il a un poste, il doit gagner 150 000 euros par an. C'est beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas qu'on se dise, ah, les pauvres riches, ils souffrent, j'en ai rien à foutre. Et aussi, pour une chose très importante pour moi, c'est qu'on dépasse une chose qui est un fait absolu, c'est l'opposition de classe, la lutte des classes. Quand certains politiques disent, moi, ça n'existe plus, je me suis pris la tête avec un mec de LR une fois au festival de Deauville, le truc hyper chic, avec le maire de Deauville. On s'est pris la tête, j'étais un peu bourré, on était chez lui. Je dis lutte des classes. Ah non, mais M. Brisé, vous ne pouvez pas faire ça, la lutte des classes n'existe plus. Et je lui dis, mais c'est facile de faire disparaître des mots. C'est très important de nommer les choses. La puissance du langage, un truc aisé, les charges patronales, comme on a souvent parlé. Moi, quand je paye mes impôts, je ne parle pas de mes charges citoyennes, je paye mes impôts, quoi, voilà. Et donc, les mots ont du sens. Je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire. C'était quoi mon truc? Je digresse, à force de digresser, c'est un montage Non. non plus qu'on essaie de monter. Non, c'était quoi au départ, je disais? Eh ben, on parlait justement de comment mettre le syndicalisme à l'image, en fait, comment Oui, le voilà. représenter. Non, c'est-à-dire qu'on est quand même, que ce soit les syndicats ou autre chose, c'est très qu'on est plein d'a priori, d'images toutes faites, de caricatures, etc. Donc les cadres, par exemple, les DRH, les cadres dirigeants sont souvent présentés de manière un peu caricaturale comme des Comme les salauds, faut le dire. salauds, des salauds. Et en fait, quand nous, on a fait des projections en amont d'un autre monde, il se trouve le Covid a fait que la sortie a été retardée, comme plein de films, et j'ai pu, pendant ce temps-là, faire des projections aussi pour voilà, que le film puisse être accompagné par des discussions, et puis de le confronter avec les gens qui étaient vraiment acteurs de cette chose-là. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec des cadres, etc. Et l'a priori, quand on approchait les syndicats, l'Association nationale des DRH, etc., l'a priori, genre réalisateur de gauche, ça va être une caricature. Venez et vous verrez que mon propos est nuancé. Et les gens voyaient le film, et là, tout de suite, ça changeait. Ah non, mais... Et j'avais besoin que ces gens-là portent la parole pour le film, que vous verrez un film qui rend compte de notre vie. Voilà. Que ça ne soit pas juste, c'est ce que je veux dire, une opposition de classe des gentils ouvriers contre les méchants cadres, mais de rendre compte d'un problème systémique, un problème de système. Mais tant qu'on réduit le problème à continuer de vous battre entre vous, entre les ouvriers et les cadres, ceux qui tirent vraiment bénéfice, les actionnaires des grandes entreprises. Moi, je mets en scène des entreprises cotées en bourse, etc. Très bien, oui, ils sont tranquilles pendant qu'ils touchent leurs dividendes. Les autres s'amusent dans la cour de récré. Nous, on touche notre pognon. C'est ça le truc. Et que le problème, c'est un problème de système, de matrice. Et tant que ça, c'est pas remis en question, et je ne sais pas quand est-ce que ça sera remis en question, les conséquences, elles seront tragiques sur les individus. Et même ceux qui sont le bras armé du système. Voilà. Et c'est ça qui me semblait très important, de sortir aussi juste d'un positionnement, de rendre compte des salariés. Mais donc il ne s'agissait pas que ça soit caricatural. C'est vrai que sur les syndicalistes, on peut être caricatural sur un côté mec hyper énervé, très éructant. C'est souvent ça dans les C'est films. souvent Ouais. ça. Et dans Guerre, Vincent est très en colère. Mais je mets en scène un homme qui, au départ, son propos, il n'y a aucune idéologie. C'est un mec de bon sens. Qui dit, vous nous aviez, pendant la première séquence, une séquence, vous nous aviez promis que vous ne toucheriez pas à nos postes pendant 3 ans. Vous aviez promis, hein. Et vous ne tenez pas votre promesse. Il est juste là-dessus. Après, son discours se structure, il va plus loin. Mais c'est juste un mec de bon sens qui dit, ça ne doit pas se passer comme ça.
Oui, Juste une petite, voilà, rebondissez là-dessus. Oui, oui, et alors ça fait partie des fondamentaux, je dirais, du syndicalisme, de la négociation et de la conquête de droits. C'est la question de la loyauté de son interlocuteur et de la confiance dans laquelle qu'on peut avoir ou pas. Donc je comprends tout à fait que quand la parole donnée n'est pas tenue, ça puisse être c'est d'ailleurs une cause très fréquente de bascule, Ouais. le moment où on se dit, bah, là, la discussion n'est plus possible. Et On puis, entend souvent ça dans les médias, les syndicalistes qui disent oui, on nous écoute pas de toute façon, quoi qu'il ouais. arrive. Voilà. Donc ça, on l'entend, c'est récurrent. Oui, mais alors pour le coup, il y en a qui il faut l'avoir, vécu. Il faut pas a priori penser que, Bien ces sûr. choses ne seront pas voilà. Donc avancer pas à pas et de voir en fonction de voilà, de la possibilité d'engagement des uns des autres, est-ce que les choses peuvent avancer ou pas? Et puis si le moyen de la négo ne suffit pas ou n'est pas est une impasse, bah, on passe à autre chose. On ouvre un autre, on prend une autre corde, à l'arc. Hem Là où, je rejoins ce qui vient d'être dit, enfin, je pense que c'est extrêmement important aussi pour, donner à voir la réalité du travail, du quotidien des travailleurs et des syndicalistes, c'est de pouvoir, être dans un éclairage de la complexité des situations, de la complexité de la réalité du système, et que c'est en ayant cet éclairage, multiple qu'on peut, je pense, que construire les meilleures solutions et les meilleures propositions. Et comment dire? Le côté un peu, basique, il y a les gentils et les méchants. Je pense que les choses sont un peu plus compliquées que ça, effectivement. De fait. Et pour être, aussi nous un syndicat, on est de cadres, parce on a fait le choix nous d'être multicatégoriel, c'est-à-dire que dans une section syndicale d'entreprise à la CFDT, vous avez les cadres et les non-cadres qui débattent et qui discutent. Et ça, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a pas ceux qui savent et ceux qui suivent. Tout le monde est, considéré, enfin voilà, c'est un homme, une voix, une femme, une voix, en l'occurrence à la CFDT, puisqu'on est plus d'adhérentes que d'adhérents. Et c'est extrêmement important, surtout dans la situation actuelle où voilà, le contexte est complexe, inquiétant, anxiogène, heu, de ne pas, heu, de ne pas être dans des lectures manichéennes. C'est-à-dire qu'il faut, toujours, je pense, avoir cet éclairage sur la complexité des choses et pour pouvoir, r partir de là et d'essayer d'être plus, trouver les meilleures solutions. Est-ce qu'on peut dire qu'un syndicaliste engagé comme vous l'êtes, c'est avant tout un combattant? Ou une combattante. Ou une Ouais. combattante, oui. Oui, bah, c'est vrai on associe souvent le langage guerrier au syndicalisme. C'est vrai. Ouais, oui, 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 je pense que un syndicaliste engagé, c'est plein de choses à la fois et c'est une combat ouais, ouais, c'est une combattante, ouais. Avec, après on peut définir, il y a tellement de combats différents, qui sont, qui peuvent en plus voilà, prendre plein de formes différentes. Oui, oui, oui. Oui, moi je dirais oui. Je pense que la question aussi, elle est posée parce que de fait, la représentation des syndicats, tous syndicats confondus, elle apparaît dans les médias quand il y a un conflit. C'est comme les territoires d'outre-mer, on n'en parle que quand il y a une tempête ou des indépendantistes. Donc on pourrait dire, est-ce que vous pensez quelqu'un qui habite en outre-mer, c'est quelqu'un un indépendantiste, hein? Alors que le reste du temps, les gens vivent en relative harmonie. Mais c'est vrai encore une fois, c'est quand les trains arrivent en retard, attention, Il insiste, hein? qu'il y a l'émergence du conflit. Et moi, par exemple, En guerre, le film En guerre est parti de l'image absolument sidérante de ces 2 cadres d'Air France qui se font déchirer leurs chemises. Et cette image, elle est hallucinante, quoi. C'est une image, incroyable de notre époque, avec en plus ce vertige, c'est qu'à l'instant où ça se passe, immédiatement, tous les réseaux sociaux
toutes les télés sont abreuvées d'images. L'image, elle est filmée sous toutes les coutures. Moi, passer ce moment de sidération et même de totale empathie pour les deux gars qui sont en chemise, je pense, putain, ils sont papas, leurs enfants vont les voir basculer, enfin passer par-dessus les grilles. Ça me touche en tant que personne. Je vois des mecs, ils sont quand même à ça de se faire vraiment lyncher, hein. Passer ce moment de sidération, donc là, il y a quand même une représentation tout d'un coup. Il y a beaucoup de syndicalistes qui sont là. C'est post-réunion, une réunion qui ne s'est pas conclue positivement pour les salariés, où ça explose. Mais tout à coup, on ne voit que ce moment. Moi, je suis allé au procès des deux gars, enfin, en tout cas, le procès plutôt, pardon, c'était eux, ils étaient là au partie civile, mais les accusés, c'était les syndicalistes, hein. J'étais au procès. Et effectivement, on voit une masse éructante, violente. Ils sont condamnés d'avance, évidemment, ces gens-là. Mais passé ce moment de sidération et d'émotion, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en amont pour qu'on arrive à ce moment-là? Moi, je ne crois pas, mais un quart de seconde, que ces gens se sont réveillés matin en disant, on va faire la peau de nos cadres. Ça fait quand même chacun 30 ans qui travaillaient pour 1700 balles par mois en fermant leur gueule. Ça aurait pu continuer un certain temps. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est construit dans le temps. Et en faisant en guerre, en fait, je reprends un mot, une phrase, une expression qui était que j'ai trouvé super, en fait, que j'aurais bien aimé trouver moi-même, mais qui était de Frédéric Lordon, quand il a écrit un article sur le film. C'est-à-dire qu'en guerre, fabrique l'image manquante. Et je trouve ça intéressant que, finalement, la fiction fabrique l'image manquante que les médias, par lesquels on est abreuvé au quotidien, ne rendent pas compte. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous disiez à l'instant, ce n'est pas très intéressant, les réunions, toutes les réunions en amont, qui ne se sont pas soldées par des moments de conflit. C'est pas très intéressant pour le spectateur, hein, je parle à filmer. On ne va s'intéresser que quand tous les films que vous voyez, à un moment, il y a quelque chose qui se passe mal. Même une love story, un film romantique, à un moment, il va y avoir un conflit. C'est pour ça que c'est intéressant. On peut construire une histoire. Et donc, il fallait fabriquer tout ce qu'il y avait en amont. Mais à ce moment-là, il y a aussi des scènes dont je rends compte de discussions tripartites, notamment dans Guerre, avec l'État, les cadres et puis les ouvriers. Et là, à ce moment-là, moi, je considère que j'ai un troc, j'ai une responsabilité. C'est-à-dire que je vais refabriquer quelque chose qui n'a jamais été filmé. C'est-à-dire ces discussions-là, vous n'avez jamais une caméra. On voit toujours les caméras qui sortent quand la porte se referme. Moi, je suis à l'intérieur. C'est la force de la fiction. Mais pour autant, je n'ai pas le droit de raconter n'importe quoi. D'où la nécessité d'avoir... Mais c'est des mois de rencontres avec des gens, comme un journaliste ou comme un sociologue. Généralement, ça dure 3 heures. Et les gens me rendent compte. Et ensuite, je fais un débrief et puis je croise les points de vue. Mais il y a un troc. Je dois être honnête avec tout le monde. Parce que tout le monde... Alors, c'est peut-être... Je suis balance comme signe du zodiaque. Donc, j'ai l'impression qu'on peut tout entendre. Et puis après, en fonction de notre propre histoire, il y a des choses qu'on va accepter, pas accepter. Mais que finalement, en tout cas, il y a toujours une cohérence. Les gens ne naissent pas gardiens de camp, ils deviennent gardiens de camp. Voilà. Et donc, toutes les positions, en fait, elles sont le fruit d'une histoire. Et que c'était assez important de rendre son histoire, donc les chemises déchirées d'Air France, là, moi, je l'ai transformé par le retournement d'une voiture. Qu'est-ce qu'il y a avant? De raconter ce qui se passe avant. Et c'est ce qu'on fait dans un tribunal. Quand le mec il est condamné, c'est quoi sa vie avant? C'est quoi nos vies avant qu'on arrive là? Voilà, c'est ça qui est passionnant. Heu, alors, je vais vous poser d'abord à vous la question, puis après vous rebondirez. Mais, bon, le cinéma, politique, enfin engagé, c'est pas que des fictions, c'est aussi des documentaires. Est-ce que vous vous retrouvez plus quand vous allez voir un documentaire, voilà, sur le travail, sur les entreprises? Ou est-ce que vous vous retrouvez plus dans la fiction et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui vous touche peut-être plus dans la fiction ou plus dans le documentaire? Parce que c'est 2 genres différents. Bah, je cherche pas la même chose, en fait, quand je vais de voir un documentaire ou un film. Donc en fait, c'est 2 exercices très différents, que j'apprécie autant. Je c'est Est-ce que vous êtes plus en colère quand, un documentaire pour vous ne montre pas la vraie réalité ou quand c'est une fiction? Est-ce que voilà, vous vous dites: «Bon, c'est une fiction, c'est pas Ah oui, grave»? non, bah, c'est pas du tout le même exercice. Quand c'est une fiction, c'est un choix,
un choix de l'auteur, du réalisateur. On a eu le débat d'ailleurs pour le film, là, La syndicaliste, qui raconte une histoire que j'ai très très bien connue, puisque j'étais à la fédération à l'époque et en soutien, le groupe Areva étant entre la chimie et la métallurgie. Et ça a été intéressant de discuter avec les collègues CFDT. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas voulu aller voir le film parce qu'ils en ont entendu parler. Ils ont dit mais c'est pas la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. L'image qui est donnée du syndicalisme n'est pas pour ceux qui ont vécu le truc avec leur trip, cette tragédie. Ils étaient, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'appréhension. Certains d'ailleurs n'ont pas voulu aller le voir. Et moi, je me suis dit, mais c'est une fiction, c'est un choix. Et d'ailleurs, il est précisé que le film n'est pas, il est inspiré de faits réels. Donc, je n'attendais pas de voir l'histoire réelle de cette syndicaliste FDT. Voilà, Mais alors, est-ce que ça porte donc, pas à confusion, ça? Parce que beaucoup de gens vont au cinéma, ils voient un film et ils disent, bah, c'est ça la je sais pas réalité. si ça. Non, moi, ils vont voir un film, ils vont pas voir un documentaire. Donc, Font la différence, on a assez. et nous, on en a discuté, ben, du coup, dans la CFDT aussi, et on a organisé des débats, il y a eu des échanges, et les syndicalistes CFDT qui faisaient un peu ces reproches ont pu le dire au réalisateur qui a été très tranquillement dit, je comprends votre point de vue, mais voici ce que moi j'ai fait et l'esprit dans lequel je l'ai fait. Et ça et justement, ouais, parce qu'on en a parlé, il y a eu beaucoup de débats, ça a apaisé les choses. Ouais, ça a apaisé les choses. Donc, il a fallu, oui, il en fallait. Mais peut-être que, enfin, il y avait un enjeu de pédagogie autour de ce qu'est un film et ce qu'est un documentaire. Donc, c'était aussi intéressant de discuter de ce qu'était le travail, Moi, je partage le pas ce point de vue. Je travail pense du que réalisateur. je peux pas faire ce qui m'arrange, en fait, moi. C'est-à-dire que s'emparer d'une histoire vraie pour ensuite la transformer comme ça m'arrange, pour moi, c'est impossible. Ce troc-là est impossible avec moi-même. Je peux pas trahir. C'est-à-dire que, et je pense que la fiction devient la réalité pour beaucoup de gens. Quand on regarde The Crown, si on voit The Crown, pour nous, tout ce qu'on a vu, c'est exactement ce qui s'est Mais passé complètement. dans la vie. C'est assez fascinant, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais moi, je crois tous, de fait, puisque j'ai jamais vu vas-y, je les ai vus interviewer, ces gens-là. Mais là, on est chez eux, on est dans la chambre à coucher. Donc, pour moi, c'est une réalité. Un autre exemple, c'est un film qui remonte, mais quand Oliver Stone fait JFK, très longue scène de procès avec Kevin Costner, machin, qui nous explique pourquoi, machin, qui a tiré. On sait que la réalité, on l'imagine à un certain endroit, mais elle est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on a dit. Mais la réalité, c'est la réalité d'Oliver Stone et son scénariste qui disent voilà ce qui s'est passé. Je ne pourrais pas faire un film, par exemple, où il y a tiré d'un fait divers sur un meurtre, quand il y a un doute. Quand il y a un doute. Quand c'est objectif, pourquoi pas? C'est intéressant. Qu'est-ce qui a amené quelqu'un à faire ça? Le mec a dit c'est moi qui l'ai fait, etc. Si tant est que l'aveu soit la preuve absolue. Mais bon, quand il y a un truc qui est totalement objectif, je pourrais m'en emparer. Quand il y a un doute, je ne peux pas. C'est-à-dire que j'impose une réalité. Pour moi, c'est strictement impossible de dealer avec ça, parce que la fiction devient une réalité pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc de s'emparer d'un fait divers, ça m'arrange, c'est intéressant, la nana, c'est un super personnage. Non mais la fin, je vais faire un truc plus spectaculaire et qui... Non, Alors, la réalité, en l'occurrence, n'est pas tordue. Par contre, la confusion vient du nom du titre du film, Oui. qui n'est pas en fait l'histoire d'une syndicaliste, mais d'une responsable représentante chez Areva, qui vit une histoire de son point de vue à elle. Ah, mais je Mais en fait, connais l'histoire. Hein. oui, oui. Ouais. Mais du coup, là où il y a pu y avoir... et en fait, il y a un angle qui est moins traité, qui est la question de la place de l'organisation, le soutien qu'elle a pu avoir en interne, etc. Il n'est pas dit qu'elle est abandonnée. Ça n'est pas traité dans le film, ce qui était une attente en fait de certains collègues. Voilà. Je pense que c'est pas rien en fait. Il y a une responsabilité quand on. Voilà, ouais, il y a une responsabilité. Et même si moi mes films j'emprunte à Continental, j'emprunte au truc d'Air France, j'emprunte à plein de choses, mais il y a un moment, j'ai une responsabilité. Je peux pas raconter n'importe quoi. Et donc, par exemple, quand on fabriquait En guerre, je me souviens du producteur, on avait des discussions. Je dis à Stéphane, faut que ça se termine bien, quoi. Ça, c'est le beau des producteurs. Faut que ça se termine bien, ouais. Bien. Et là, je lui dis, écoute, ça serait un documentaire
qui suivrait ce conflit et ça se terminerait bien, pourquoi pas? Ça serait génial de pouvoir montrer ça. Sauf que la réalité, en fait, c'est pas une réalité que j'imagine, hein, en fait, hein. En cas de conflit dans une entreprise, quand il y a une fermeture, etc., il y a les avocats, mais il y a aussi les experts, qui sont ceux qui ont accès aux livres, des comptes, etc., et qui vont décoder. Quand les cadres ou quand la direction dit, vous savez, alors ce que je vais vous raconter des trucs que, que j'ai peu raconté sur des choses que je sais, en fait, qu'on m'a raconté, mais que je ne peux même pas mettre tellement c'est dingue, hein. Donc, sur cette idée de la représentation et la manière, en fait, de minorer le réel pour que mon film réaliste ait l'air vrai. Et donc, moi, j'ai un gars qui est devenu un copain, qui est un mec pour qui j'ai une grande admiration, qui joue d'ailleurs et dans En guerre et dans Un autre monde. C'est le gars qui est chauve, qui a un bouc comme ça et qui va s'opposer à Vincent. Je vois tout à fait, ouais. Voilà, Olivier Lemaire. Et qui joue le bras droit de Vincent, un cadre dans Un autre monde. Voilà. C'est un gars qui est. Lui, son métier, c'est expert. Il a commencé dans sa vie comme ouvrier. Et son père était ouvrier. Et puis à un moment, voilà, il y a eu un arrêt de travail. Et puis il a fait une formation. Il est devenu expert. C'est balèze, hein, parce que les experts, ils voient ils lisent les livres de comptes. Enfin, c'est quand même hyper technique. Olivier, donc il y a quelques années, il a arrêté son métier. Il m'a dit, j'arrête. Olivier, c'est un moine soldat. C'est-à-dire que sa vie, c'est la défense des salariés. Il est né avec ça, il vit pour ça, il est construit pour ça, idéologiquement, humainement, éthiquement. C'est un mec extraordinaire. Et un mec qui a beaucoup de nuances dans son propos. Et il me dit, j'arrête. Je dis, putain, Olivier, t'arrêtes ça? Il dit, oui, parce qu'en fait, je sais aujourd'hui que je n'ai plus aucun moyen, moi, de commencer une lutte en disant aux salariés avec qui je suis, parce qu'il est du côté des salariés, qui peuvent gagner quelque chose. Il dit, toutes ces 20, 30 dernières années, loi après loi, on a gommé l'espace du possible pour gagner une lutte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, on va finir par dealer le plus gros chèque, la plus grosse supralégale qu'on peut, quand c'est une grosse entreprise. Il dit, j'en suis là. Et il dit, moi, à un moment, j'ai pu dire aux salariés, on va gagner. Si vous vous y mettez, on va leur tordre le bras. Il dit, aujourd'hui, moi, je ne peux plus le faire et je ne peux plus arriver le matin dans ces conflits en disant, on peut gagner quelque chose. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Ah bah, oui, oui, je pense que. Mais en tout cas, Est-ce que c'est vain la lutte syndicaliste? Non, mais je ne dis pas que c'est vain. Non, Je ne dis pas que c'est vain. Je parle de quelqu'un qui est sur le terrain, qui me dit, voilà, moi où j'en suis, donc je ne peux plus être à cet endroit-là, parce que je me sens plus porteur d'une puissance. De progrès ou de pouvoir de obtenir pouvoir un résultat. tordre le bras Ouais. au résultat. Voilà, je fais qu'avec des témoignages que j'ai. Oui, là, c'est son histoire à lui, ça. C'est son histoire à lui. Après, c'est clair que les 20 dernières années n'ont pas permis de faciliter le travail des experts et l'accès à l'information, l'accès à la réalité des chiffres, etc. Mais on a d'autres moyens de L'explosion de travailler. mettre des explosifs, cacher des explosifs. Non, ouais, bah ça c'est... Non, on va pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai une question sur. Alors, moi, je pense à deux films en particulier, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont Les Algues Vertes ou La Fille de Brest, donc qui abordent des thèmes, voilà, vraiment politiques, sur des scandales, sur des affaires. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut être ce qu'on appelle un lanceur d'alerte? Jouer le rôle, on va dire, de lanceur d'alerte. Oui, je pense, oui. Alors, pour le film La Fille de Brest, C'est le média. c'est la Mediator, sphère oui, d'après, voilà. la médecin de Ouais. Brest, où le film arrive après qu'il y ait eu le Oui, scandale. oui, bien sûr. Mais les algues vertes aussi, hein. Les algues En général, vertes, ça arrive après. Sauf que les algues vertes, on le sait pas. On le sait Oui, beaucoup moins. ça a révélé en fait l'histoire. Ouais. ça met en lumière ce scandale, et je crois que dans le temps, c'est beaucoup plus récent en fait. Il y a Les algues. moins de temps entre les difficultés de la Alors journée. là, je sais pas, quelques années quand même, hein, je crois, entre. Je crois C'est l'histoire de Frachon à Brest, hein, la médecin. ça arrive. Ça a mis On était longtemps. au Ah, courant. Frachon, mais pas les algues vertes. Les algues vertes, mais Voilà. le problème existait depuis un certain temps, parce qu'il y avait quand même un gars qui militait depuis au moins 20 ans. Tout était sous les radars. Il y a eu un certain nombre de documentaires. Et là, le film
on a parlé, mais c'est pas aussi connu que le truc de Pas du tout. Servier, enfin Ouais, le cinéma, peut être lanceur d'alerte, l'écriture aussi. Moi, je me pense au il y a eu le bouquin sur Orpea. Ça a permis de révéler aussi, une situation, qui était, déjà dénoncée par les organisations syndicales en interne. Ça a permis de voilà, de poser mettre la lumière, un petit coup de projecteur, un gros coup de projecteur et après de pouvoir, alimenter le débat public. Quel est, sur donc le scandale des EHPAD et la façon dont on maltraite les personnes qui sont prises en charge dans ces établissements. Et nous, ça nous a permis, enfin nous, on est convaincus du fait qu'on ne peut pas bien faire son travail lorsqu'on s'occupe pas bien des gens. Donc il y a un lien direct entre quand on est dans les services à la personne, qualité du service, qualité du soin et qualité des conditions de travail, elles sont intimement liées. Donc ça a eu un vrai effet levier. Et autant l'écriture que le cinéma, ça peut être un puissant vecteur. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Oui, 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 oui. Ouais. le truc d'Orpea, c'est un documentaire. Oui. C'est un livre documentaire, c'est pas une fiction. Oui, le livre. Oui, c'est C'est journalistique. pas un C'est roman. pas un. On n'est pas. Ouais. Souvent, ils sont adaptés ensuite au cinéma. Enfin bon, voilà. Et sur la notion je reviens un petit peu à ça, mais la responsabilité. Vous avez un peu répondu, mais j'aurais voulu avoir votre point de vue d'un réalisateur, puisque voilà, c'est eux qui de fiction, sa responsabilité vis-à-vis de la réalité. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il colle à la réalité ou est-ce qu'il peut, même si on se dit c'est une fiction, mais les gens le prennent pas forcément comme une fiction. C'est un peu ambigu quand même, voilà, parce que les gens prennent les images telles quelles, souvent. Pas tout le monde, mais ça arrive. Ouais, 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 j'entends alors, comment dire, moi, je suis convaincue que ce sont deux exercices extrêmement différents et que si on veut faire de la réalité C'est vrai. pure, on fait pas de la fiction. Enfin, on le précise, c'est-à-dire que donc c'est que les deux exercices puissent coexister, ça me semble important. Peut-être que du coup, il faut plus de débats autour de ces productions, de ces œuvres, pour pouvoir faire en sorte que si on veut que ça ait un impact, que ça bouscule, que ça suscite une réaction, il faut, ça fait partie des conditions de débat et la façon dont on pose le débat à la société. Je pense que c'est aussi important que l'œuvre elle-même. En fait, il faut la parole avec. Moi, Ouais. ouais, mais après, c'est peut-être aussi lié à mon rapport très Je pense Oui, que non. cinéma. Ouais. une œuvre, c'est formidable quand une œuvre documentaire, livre, film, fiction, tout ça, est accompagné de la parole, de débat. Je trouve ça vraiment formidable. Et d'ailleurs, quand des fois on dit le film, généralement quand le film, pas au moment de la promotion, on va présenter le film dans les avant-premières, ou là c'est nous, équipe, qui allons parler du film. Mais c'est ça qui est génial, c'est quand des années après, on dit est-ce que vous pourriez venir présenter, mettons, En guerre ou Le Loi du marché. Je dis bah franchement, ça m'intéresse assez peu. Je pense que si tant est que j'ai un truc à dire, je pense l'avoir mieux dit en fiction que la paraphrase que je vais faire du film. C'est pas. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, je veux bien venir à condition qu'il y ait je sais pas, un médecin du travail qui vienne là, un économiste, et pas forcément n'importe quel économiste, pas forcément le défenseur de la dogma ultralibérale. Ça peut être sympa, non, de Mais non, débattre. oui, c'est sympa. Non, mais ça peut être évidemment très sympa. Mais à ce moment-là, moi, je joue plutôt avec grand plaisir un peu le monsieur loyal, c'est-à-dire que c'est pas tant mon témoignage. Moi, je suis pas un spécialiste. Après la loi du marché, vous imaginez pas le nombre de fois où on m'a invité, dit ça serait bien que vous veniez sur un plateau pour commenter les chiffres du chômage. J'y vous rendez compte que, enfin, dans ma tête, je me dis, mais ils sont abrutis. Il y a tellement peu de gens invités que vous êtes obligé d'inviter le mec. Et en plus, c'était mon premier film politique. Et j'y vais pas, alors que c'était des émissions où j'aimerais bien être invité pour qu'au moment où le film sort et que j'étais pas invité. Pourquoi? Parce que la personne en face, mettons représentant du MEDEF, hein, qui va être là, dont son métier, c'est de faire ça, elle va me rouler dans la farine. On me dit, ça serait intéressant, on demande un autre monde, on pourrait faire même avec Macron.
Et moi, j'adorais pouvoir rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer des présidents de la République et de pouvoir discuter, enfin, pas des, pardon, mais c'était pas Macron. C'est passionnant, mais sur un plateau, évidemment qu'il va me rouler dans la farine. Moi, je peux le rouler dans la farine sur un plateau de cinéma. Il va pas me la faire. Mais c'est son métier. Il est structuré autour d'une maîtrise de la dialectique que je n'ai pas. Donc, évidemment, Monsieur Brisé, j'entends ce que vous dites et c'est très intéressant. Enfin, on se souvient quand même de ce qui s'est passé en 1994, vous vous souvenez? Et là, je suis mort. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, il va me la faire à l'envers. Évidemment. Et donc, ça ne sert à rien que j'y aille. Donc, je ne sais plus comment dire ça encore. Enfin, putain, c'est pas beau de dire. Vieillir est un naufrage. Hein. Oh la vache. Mais non, mais En fait, c'est une technique pour savoir si on suit, c'est ça? Ouais, Parce qu'après, il faut relancer sur le. c'est ça. c'est là, on parlait de la parole pour que, voilà, par rapport au film. Mais Non, mais par contre, moi, je sais que on l'a fait dans le cadre de plus en plus dans mon organisation. On organise des débats en prenant après la diffusion d'un film. C'est-à-dire que le support est, enfin voilà, on regarde ensemble un film et après on prend un thème et c'est et ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. intéressant. Il faut quand même que l'œuvre se suffise à elle-même et qu'elle ne soit pas forcément accompagnée d'un commentaire pour soutenir la chose. Mais à ce moment-là, moi, je me suis, notamment dans Un autre monde, beaucoup nourri mais depuis bien avant Un autre monde, du travail de Christophe Dejour, qui est un psychanalyste spécialiste du monde du travail. Ses bouquins, notamment Souffrance en France, qui a plein de vertus, d'intelligence, d'être accessible et de ne pas être long. Donc ça, c'est quand même beaucoup de qualité. Et ce qui est génial, alors moi, ça me fait vraiment, ça me réjouit. Je me nourris de son travail. Et ensuite, je connaissais pas ce monsieur au départ. Qu'ensuite, un jour, donc après qu'on a lu le livre avec mon co-scénariste, on sollicite un entretien avec Christophe Dejour. Et puis on arrive là où il travaille. Et il y avait des affiches. Il y avait une affiche de La Loi du marché. Il y avait une affiche d'un autre film formidable auquel mon co-scénariste avait participé, qui s'appelle Violence des échanges en milieu tempéré, qui est un film formidable qui date il y a une vingtaine d'années. Et je lui dis, mais vous avez mis les affiches pour nous quand on arrive ou... Il dit non, mais en fait, il dit, mais vos films sont des supports dans notre travail à nous d'universitaires, donc avec les étudiants, que vous n'imaginez pas. Oh, putain, ça me réjouit, moi, j'ai un DUT, donc que Christophe Dejour me dise qu'il utilise mes films, c'est extraordinaire. Et j'ai eu le plaisir de le retrouver. Et il dit, mais on a fait ensemble un échange après Un autre monde, de me nourrir de son travail et qu'ensuite lui se nourrisse de mon travail, utilise mon travail avec ses étudiants. Moi, je trouve que c'est un cercle hyper vertueux, ça. Voilà. Et heureusement que le film n'a pas besoin de l'analyse de Christophe Dejour pour pouvoir exister. Il y a certains réalisateurs qui, en fait, commencent par le documentaire et font un documentaire sur un sujet précis et ensuite l'adaptent en fiction. Moi, je voulais savoir d'abord si ça vous est venu à l'idée déjà et pourquoi, en fait, avoir besoin ensuite de transformer ça en fiction. Est-ce qu'ils n'ont pas pu tout dire dans un documentaire? Je ne dis pas que le documentaire ne dit pas tout, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais Et c'est qu'en fait, dans une fiction, il y a une dramaturgie. Et vous pouvez intégrer le documentaire, souvent, pas tout le temps, mais il peut se construire autour d'une personnalité. Donc, on va être en affect avec la personne. Mais souvent, c'est le sujet qui domine, plus que finalement l'intime. Et la force de la fiction, c'est de créer un personnage avec lequel il va y avoir de l'affect à l'intérieur d'une dramaturgie. Et moi, j'ai énormément de films, mais pas forcément uniquement les films politiques, en fait, qui sont nés de documentaires. Je ne sais pas si des personnes qui ont vu quelques heures de printemps, c'est l'histoire c'est une histoire d'amour, quelques heures de printemps. Mais quand les journalistes le résumaient, c'était un film sur l'euthanasie. Alors déjà, c'était un film qui mettait en scène le suicide assisté et pas l'euthanasie, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais il réduisait ça au sujet. Alors je dis, c'est une histoire d'amour ultra conflictuelle entre un fils et sa mère. Et cette dame est un moment de sa vie où elle a choisi le suicide assisté pour finir sa vie. Et en fait, c'était né d'un documentaire que j'avais vu des années auparavant, qui s'appelle, vous pouvez retrouver sur Internet, je pense que c'est Le Choix de Jean, où on voit un monsieur en Suisse qui a décidé le suicide, et on voit le moment où il boit, ouais, on voit le mec mourir à l'écran. C'est un film bouleversant. Et ces questions
d'adapter un documentaire, j'ai envie de dire tel quel à l'écran, je me la suis posé plusieurs fois, parce que c'est pas la seule fois en fait où c'est arrivé. De me nourrir d'un documentaire, ou radio, ou télévisé, ou cinéma, pour faire naître quelque chose. Mais vous voyez que dans Quelques heures de printemps, le suicide assisté est un élément dramaturgique. Il n'est pas du tout prosélyte sur le truc. Je ne partage pas forcément du tout cette idée-là. Mais dans une fiction, vous créez une dramaturgie, et puis après, justement, sans vouloir trahir le réel, vous y amenez une autre dimension. Et il y a Krzysztof Kieślowski, qu'on connaît comme réalisateur de fiction, grande fiction. Il a commencé sa carrière en faisant des documentaires extraordinaires sur son pays, la Pologne, avant la chute du mur. Donc il décrivait un monde dingue. Et il est passé à la fiction avec beaucoup de talent. On lui a posé la question, mais pourquoi vous êtes passé à la fiction? Et il répond cette chose que je trouve absolument géniale et vraie. C'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la fiction me permet de passer le seuil de la chambre à coucher. Ça ne veut pas dire qu'on va filmer des gens en train de faire l'amour. C'est qu'il parle de la chambre à coucher comme l'espace de l'hyper-intime, où là, la caméra du documentaire ne peut pas accéder. Et évidemment, la loi du marché, En guerre, alors je rajoute même Une vie, ça peut sembler surprenant, mais c'est 3 films où la place de la caméra est pensée comme une place de caméra de documentaire. Ce qui fait que ça m'autorise des choses et ça m'en interdit d'autres. Et Un autre monde qui mettait en scène beaucoup plus fortement l'intime de Vincent et de Sandrine, ce couple qui se sépare, ils ont des scènes dans la voiture, etc. La place de la caméra, c'est une place de fiction. C'est un film hyper réaliste, mais c'est une place de caméra de fiction. Le spectateur, il se dit pas, tiens, brisé, machin, mais il y a quelque chose qu'il ressent. Et si dans La loi du marché ou En guerre, j'avais créé des scènes où la caméra ne pouvait pas être, je crée quelque chose chez le spectateur totalement inconscient. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui me dit, ah, j'y crois plus. Donc ça permettait un effet de réel complètement dingue, mais ça m'interdisait d'autres choses. Donc il fallait que je fasse comprendre autrement certaines choses. Mais il n'y a pas un endroit où la caméra ne peut pas être. Moi, je me dis, OK, je fais un deal avec mon personnage. OK, tu es en conflit syndical. Il paraît qu'il y a un truc qui démarre là. Est-ce que tu acceptes que je sois présent? Donc, il va dire, bah ouais, OK, bah, je vais réussir à te faire rentrer quand même dans les réunions tripartites. Ça va être galère, mais tu vas pouvoir rentrer. Ça reste crédible. Et par contre, ce qui n'aura pas été crédible, c'est de le voir discuter dans l'intimité avec sa femme de certaines choses qui sont trop engageantes. Voilà. Donc, c'est. Mais la fiction, vous maîtrisez le récit. On maîtrise moins dans les documentaires, c'est sûr. Après, on va vous donner la parole, parce que je pense que vous avez plein de choses à demander. La dame, elle s'impatiente, là. Mais j'ai juste une dernière petite question, je ne sais pas. Je vais vous la poser à vous. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait... Alors, il y a quelque chose qui se passe dans la société, que ce soit des manifestations, le Covid, enfin, tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose, un conflit. Et souvent, le cinéma s'empare très rapidement derrière de ça. Est-ce que vous pensez que parler à chaud, c'est pas forcément une bonne idée et qu'il vaudrait mieux peut-être attendre un peu, prendre du recul pour faire un film sur ce qui s'est passé? J'étais en train de réfléchir s'il y avait eu des films sur le Covid déjà. Ah oui, il y en a. Il y en a Ouais, ouais. déjà eu. Alors, ils ont été tournés dans des enfin, souvent, oui, à la maison, par Skype, machin, mais il y a eu tout de suite derrière un engrenage de films qui est sorti sur la problématique du Covid, des gens qui restent chez eux, qui sortent plus. Alors, moi, je me demande si c'est pas opportuniste d'une certaine façon. Oui, ça peut l'être. Après, ça peut être aussi une façon de traiter ce sujet, mais il faut avoir en tête que c'est la précaution enfin, c'est traité à un instant T. Si on prend l'exemple du Covid, je pense que on est tous ici loin d'imaginer encore l'ensemble des conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de la société et sur chacun et chacune d'entre nous. Donc, moi, je ne condamnerais pas forcément cet empressement. Ça peut être intéressant d'avoir ce traitement à chaud, mais on pourra pas forcément considérer que c'est traité définitivement. Ok, Je pense Stéphane? que ben, vous avez raison, c'est que très souvent,
Là, il y a beaucoup de films, il va y avoir les femmes battues, il va y avoir ça. C'est un truc, tout d'un coup, le sujet devient, pardon pour Viral, on va dire, un truc horrible. l'expression à la mode, Omniprésent. Ouais. omniprésent, et vous êtes Mm. d'un coup, il y a des films. En fait, c'est le système qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on s'autorise à faire comme réalisateur, parce que c'est nous qui écrivons les scénarios, et finalement, la conséquence, il y a des injonctions qu'on intègre complètement. Et le système est ainsi fait que aujourd'hui, en littérature et au cinéma, le sujet prend toute la place. Ce qui est terrible, hein, parce que on va pouvoir parler de nous dans les médias, le sujet prend toute la place. Et je trouve ça insupportable. C'est-à-dire que moi, je vois, et là, quand on voit des films, euh, le seul sujet, aussi intéressant soit-il, ne peut pas prendre toute la place. Mais un mec qui rencontre une nana, ça peut être passionnant, et pourtant, c'est juste quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Et on peut mettre le sujet le plus passionnant du monde, les femmes battues, anciennes, enfin, la nana qui est migrante, battue, au chômage, machin, pourquoi pas? Et si c'est mal écrit, j'ai rien à branler. Mais ça prend beaucoup de place. Et il y a un effet d'opportunisme terrible, hein. C'est de là aussi de la bonne pensance, de la bien-pensance, de la bonne pensée de gauche, etc., où il faut absolument dire ça. Ouais. Et bien sûr, mais à un moment, non, mais là, je vais faire sur les femmes battues. Ah putain, c'est vachement. Non, mais là, il faut parler de ça. Mais il y a un effet d'opportunisme. Mais même, enfin, moi, je vois au niveau du journalisme, quand on parle, on fait, ah oui, mais ça, dans les rédactions, on nous dit qu'il faut en parler Bien parce sûr. que c'est vraiment à chaud, là, Mais il on faut en est parler dedans. en plus d'une certaine façon. Il faut en Sur parler. c'est comment on en parle. Voilà. C'est comment on en parle, voilà. Et ça, c'est très important. Et ça. Mais je pense que alors là, il y a un truc, c'est comme les spectateurs font le tri. C'est-à-dire qu'une mauvaise histoire, ça, je pense que les gens font le tri quand même assez. Alors par contre, c'est que il y a des bonnes histoires où les gens vont pas. Ça existe Ça, aussi. c'est vrai aussi.